Bonjour et heureux de vous retrouver pour ce troisième épisode de 500 Nations. Les premières rencontres entre Européens et Indiens font partie des événements les plus célèbres et les plus marquants de l'histoire du monde. Nous savons tous comment s'appelaient les caravelles de Colomb, en quelle année il a posé le pied sur le Nouveau Monde, et pourquoi il a à tort appelé les autochtones les Indiens. Mais peu savent le nom des peuples qui l'ont accueilli, et encore moins comment ils vivaient. Comment les ont-ils salués? Ont-ils été traités comme des dieux? Ont-ils été craints, attaqués? Ou ont-ils été traités comme des partenaires économiques nouveaux et exotiques par un peuple ayant une longue tradition de rapport avec d'autres civilisations maritimes? Une première rencontre qui allait voir s'affronter deux cultures très différentes, deux mondes, l'européen et l'américain. Alors, en route pour les Caraïbes où tout a commencé, avec ce nouvel épisode de 500 Nations intitulé « Le choc des cultures ». Combien de ravages, combien de calamités, de destructions, d'anéantissement de royaumes y a-t-il eu? Combien d'âmes ont péri aux Indes, et ô combien injustement? Combien de péchés impardonnables ont été commis? Bartholomé de Las Casas. En décembre 1492, 3 navires commandés par Christophe Colomb arrivent en vue de la deuxième plus grande île des Caraïbes. Après 8 semaines de navigation qui l'ont conduit des Bahamas à Cuba, il atteint enfin ce que sont aujourd'hui Haïti et la République dominicaine et baptise cette île Hispaniola. L'endroit est alors habité par le peuple des Taïnos et une province en particulier est dirigée par un puissant cacique, Guacanaguari. La veille de Noël, alors qu'il longe la côte, le vaisseau amiral, la Santa Maria, s'échoue. Quand Guacanagari apprit la nouvelle, il envoya tous les siens à bord de grands canoës pour décharger tout ce qu'il y avait à bord. Tant était grand l'empressement et grande la diligence de ce roi. Et lui-même s'affaira aussi bien à décharger qu'à surveiller ce qui avait été ramené à terre pour qu'on prît bien soin de tout. Reconnaissant, Colomb accepte l'invitation du cacique à venir à terre. Lorsque l'amiral atteignit le rivage, 5 rois étaient là, tous vassaux de Guacanagari. Celui-ci l'accueillit aussitôt qu'il eut mis pied à terre et le prit par le bras. Colomb est immédiatement frappé par l'art de vivre des Taïnos. Le roi règne sur un domaine merveilleux, avec tant de dignité que cela fait plaisir à voir. Il n'existe pas meilleur peuple, ni meilleure terre. Les maisons et les villages sont magnifiques. Ces gens aiment leurs prochains comme eux-mêmes et leur langage est l'un des plus doux du monde. Ils sont aimables et ont toujours le rire aux lèvres. Christophe Colomb. En témoignage de sa gratitude, Colomb offre à Guacanaguari une cape rouge, un objet très prisé par l'élite taïno. En échange, Guacanaguari lui donne la tiare d'or qu'il porte sur la tête. Pour lui, c'est un échange équilibré, un geste de respect et de reconnaissance mutuelle, marquant l'ouverture d'échanges commerciaux entre partenaires égaux. Pour Colomb, c'est une couronne, un symbole d'autorité. Guacanaguari livre sa terre et son peuple à l'Espagne. Mais Colomb ne cherche pas simplement le pouvoir. Il a vu quelque chose de bien plus précieux. De l'or, un butin à ramener à ses mécènes en Europe.
une richesse à cueillir. Et pour lui et les Européens d'alors, la richesse appartient à ceux qui ont la force pour la prendre. J'ai ordonné à mes hommes de bâtir une tour et un fort. Non que je les juge nécessaires. Nul doute qu'avec mes hommes, je pourrais soumettre toute l'île, car la population vit nue et ne possède pas d'armes. Mais il est bon que cette tour soit érigée, car ainsi ils obéiront par amour et par crainte. Laissant derrière lui une petite troupe, dans un fort bâti avec les décombres de la Santa Maria, Colomb reprend la mer pour l'Europe. Il va annoncer le nouveau monde, de l'or et des indigènes dociles. Guacanaguari et les Taínos ne peuvent imaginer ce qui est sur le point d'advenir de leur mode de vie séculaire. Les ancêtres des Taínos étaient des Indiens d'Amérique du Sud, arrivés sur l'île il y a plus de 2000 ans. Ils cultivent la terre et récoltent les richesses de la mer. Leurs marchands parcourent l'océan dans de gigantesques canoës, pouvant contenir jusqu'à 150 hommes. Des embarcations qui sont remplies de plumes, d'or, de bois, de poteries, de magnifiques oiseaux, de cotonnades et de victuailles. C'est le commerce qui relie entre elles toutes ces nations insulaires et leur permet de se connaître et de maintenir la paix. Certaines communautés échangent même leurs noms pour tisser des liens plus étroits. En 1492, plus d'1 million d'Indiens vivent aux Caraïbes. Les chefs locaux sont vassaux de grands caciques comme Guacanaguari, qui contrôlent le commerce grâce à l'importance de leur flotte et leurs entrepôts. Christophe Colomb revient à Hispaniola en novembre 1493, à la tête d'une flotte militaire de 17 navires. Il amène avec lui des soldats en cuirasse, des troupes à cheval, des chiens de combat et des armes. La conquête des Caraïbes commence. Des mines d'or sont ouvertes et les Taínos, réduits en esclavage, forcés d'y travailler. Bartolomé de las Casas, un prêtre espagnol venu avec Colomb lors de son deuxième voyage, s'élève contre le cruel traitement infligé aux Indiens. Il est impossible de rapporter le centième de ce que j'ai vu de mes yeux. Il faut un corps d'acier pour souffrir ce qu'ils endurent, pour extraire l'or des mines. Ils doivent explorer et creuser sans relâche le tréfonds des montagnes jusqu'à ce qu'il ne reste pas une seule parcelle intacte. Ils doivent littéralement réduire la roche en poussière. Bartolomé de las Casas. La famine et les épidémies ravagent l'île. Pourtant, les Espagnols continuent d'exiger des Taínos qu'ils leur fournissent vivres et esclaves. Des garnisons sont envoyées dans toute l'île pour protéger les mines. Lorsqu'une résistance se manifeste, Colomb envoie des unités militaires pour terroriser et soumettre les villes. Ils étaient impitoyablement persécutés
et pourchassés avec femmes et enfants dans les collines, si épuisés, affamés et opprimés. Et s'ajoutait à cela la maladie, la mort et la misère, comme si la guerre les avait frappés. Ils mouraient de faim et de maladie, épuisés et persécutés. Après 1496, il ne restait plus qu'un tiers de la multitude qui vivait autrefois sur l'île. Leur souffrance est telle que des milliers préfèrent se tuer plutôt que se soumettre. Alors beaucoup allèrent dans les bois et se pendirent, après avoir tué leurs enfants, disant qu'il valait mieux mourir que vivre aussi misérablement. D'autres se jetèrent des falaises dans les précipices ou dans la mer. D'autres se laissèrent mourir de faim. Benzoni, soldat de la couronne d'Espagne. Certains fuient dans les montagnes, entre autres Guacanaguari, le cacique qui avait donné son amitié à Colomb. Il mourra rapidement, tel un vagabond en exil. En 1503, 11 ans après le premier voyage de Colomb, il ne subsiste plus que quelques poches de résistance. Dans les montagnes du Xaragua, une tribu dirigée par une femme, Anacaona, est parvenue à se soustraire aux exigences des Espagnols. Soucieux d'en finir, le gouverneur espagnol sollicite une rencontre diplomatique. Anacaona accepte et fait venir 80 chefs locaux chez elle pour participer à la rencontre. Une fois les 80 chefs rassemblés dans la maison, le gouverneur donne l'ordre d'y mettre le feu. Les soldats attendent dehors, l'épée à la main. Les chefs taïnos qui échappent au brasier sont tués. Anacaona est épargné, mais uniquement pour être plus tard pendu. Le massacre achevé, un petit garçon reste debout dans les cendres et la fumée, près des restes calcinés de son père. Un petit garçon dont les Espagnols vont apprendre à se souvenir, Enrique. L'enfant, qui a assisté au meurtre de son père et des autres chefs taïnos à Xaragua, est emmené loin des lieux du drame par un prêtre espagnol. Il est confié à des missionnaires et baptisé Enrique. Mais bien qu'élevé par des Espagnols, il n'oubliera jamais qu'il est l'héritier du royaume de Bauruco. Enrique était grand et gracieux, avec un corps bien proportionné. Son visage, ni beau ni laid, était celui d'un homme sévère et austère. Il épousa une indigène d'une excellente famille et d'extraction noble, Doña Lucia, Bartolomé de las Casas. Le gouvernement espagnol a mis en place un système d'attribution de main-d'œuvre. Chaque propriétaire espagnol reçoit un quota d'indigènes qui lui servent de travailleurs forcés. Enrique, sa femme et les siens sont ainsi octroyés à un jeune débauché du nom de Valenzuela. Ils sont totalement à sa merci. Las Casas s'insurge. Dans un monde plus juste, Enrique aurait été le maître. Pour Valenzuela, ce n'était qu'un esclave qui avait moins de valeur que le fumier dans la rue. Enrique se plie aux exigences tyranniques de Valenzuela, qui le récompense en le rouant de coups et en le dépossédant de ses derniers biens. Celui-ci se plaint de nombreuses fois auprès des autorités espagnoles, qui font la sourde oreille. Mais quand Valenzuela viole sa femme, c'en est trop.
Avec ses partisans, il s'enfuit rejoindre leur patrie dans les majestueuses montagnes du Pauruco. Les Espagnols appelèrent Enrique le rebelle et ne virent en ses partisans que des insurgés. Alors qu'en vérité, ils ne faisaient que fuir la cruauté de leurs ennemis, qui les maltraitaient et les anéantissaient, tout comme la vache ou le bœuf tente d'échapper à l'abattoir. Bartolomé de Las Casas. Enrique organise son peuple. Femmes, enfants et vieillards s'installent dans des grottes en pleine montagne, élèvent de la volaille et cultivent des jardins pour nourrir les résistants. Des éclaireurs sont postés à tous les passages et tous les sentiers sont obstrués par de lourds rochers. Enrique donne l'ordre de ne se battre que pour se défendre, de ne tuer les Espagnols qu'en cas d'accrochage et sinon de simplement leur enlever leurs armes. Au début, l'armée espagnole est sûre de ne faire qu'une bouchée de la résistance Taino. Mais le peuple d'Enrique, armé seulement de lances, de pointes de fer, d'eau de poisson, d'arcs et de flèches, se bat farouchement contre les Espagnols et leurs armements perfectionnés. Sans cesse, ils obligent l'ennemi à battre en retraite. Lors d'une terrible bataille, Valenzuela lui-même est capturé. Mais la vie de cet ennemi mortel est épargnée. Enrique le fait libérer. À mesure que la nouvelle des victoires d'Enrique se répand dans l'île, beaucoup viennent se joindre à son combat pour la liberté. Sa légende grandit. On dit qu'il ne dort jamais et qu'il patrouille lui-même dans son village jusqu'à l'aube. Pendant plus de 10 ans, il impose aux Espagnols le statu quo. Finalement, incapable de vaincre les insurgés sur leur terrain, le gouvernement espagnol, humilié et épuisé, se résout à faire des ouvertures de paix. Je connais très bien les Espagnols. Ils ont tué mon père, mon grand-père et toute la population du royaume de Charagua. Et ils ont asservi tous les habitants d'Hispaniola. Je me suis réfugié sur ma propre terre, où ni moi ni aucun de mes partisans ne faisons de mal à quiconque. Nous nous défendons seulement contre ceux qui sont venus nous capturer et nous tuer. Je ne parlerai plus à aucun Espagnol. Enrique Taino. Pourtant, il y en a un auquel Enrique veut bien encore parler, le prêtre Las Casas. Après avoir des années durant réclamé au roi des mesures pour faire cesser les atrocités espagnoles dans le Nouveau Monde, Las Casas a été officiellement nommé protecteur des Indiens. C'est lui qui va trouver Enrique dans ces montagnes. 2 mois plus tard, Las Casas et Enrique se présentent devant les autorités espagnoles et négocient une trêve. « 14 ans après son déclenchement, la rébellion prend fin. Mais seulement une fois que les Espagnols ont accepté de garantir la liberté du peuple d'Enrique. Enrique s'installe alors avec ses 4000 partisans au pied du mont Cibao, les derniers descendants d'une civilisation millénaire. À la fin du siècle, le peuple Taino, que Las Casas avait estimé à 2 millions, est officiellement déclaré éteint. De Soto, pour moi, c'est l'incarnation du mal. À la fin du printemps 1539, moins de 50 ans après l'arrivée de Colomb et moins de 20 ans après la chute de l'Empire aztèque, le conquistador Hernando de Soto
débarque sur la côte ouest de la Floride, au nord de l'actuelle baie de Tampa. Il est à la tête d'une armée de 600 hommes, dont 200 cavaliers qu'accompagnent une centaine de serviteurs, des troupeaux de chevaux, des bêtes de somme, des porcs et des chiens de combat. Ne pouvant transporter le ravitaillement nécessaire, De Soto a l'intention de nourrir ses hommes et ses bêtes aux dépens des villes qu'il traversera. Et s'il le faut, les envahisseurs useront de la force. En juillet, De Soto pénètre sur les terres des Timucua, des royaumes de pêcheurs et de paysans éparpillés dans tout le nord de la Floride. Un par un, les villages sont pillés. Les Indiens réduits en esclavage servent de porteurs et sont enchaînés avec des colliers de fer par groupes de 30. S'ils étaient hommes d'honneur, ils n'auraient pas quitté leur propre pays. Ils sont devenus des bandits, des adultères et des meurtriers, sans honte devant les hommes, ni crainte de quelque dieu qui soit. Timucua. Mais les Timucua connaissent aussi l'art de la guerre. La nouvelle de l'avancée espagnole parvient au roi Uriotina, un chef sûr de sa puissance militaire qui ne l'a jamais trompé. Approchant de la ville de celui-ci, De Soto envoie un messager porteur d'un ultimatum. Rendez-vous ou vous serez anéantis. Uriotina lui répond. Je suis roi de cette terre. Moi et tous les miens avons juré de mourir 100 fois pour préserver la liberté de notre terre. C'est là notre réponse. Maintenant et à jamais. L'armée de De Soto entre dans la cité en formation de combat. Mais curieusement, ne rencontre aucune résistance. Ce roi si arrogant semble s'être totalement soumis. Mais ce n'est qu'une apparence. Alors que les Espagnols se repaissent des vivres de la ville, Uriotina rassemble secrètement des soldats de toute la région. Puis, tel un joueur d'échecs, le jeune roi propose à De Soto d'assister aux manœuvres de ses troupes. Son plan est de rassembler ainsi son armée et de lancer une attaque surprise contre les forces espagnoles. Mais De Soto a été prévenu par un espion. Répondant coup pour coup, il conduit ses troupes sur le terrain en formation de combat. À l'arrière des forces Timucua se trouvent 2 lacs. Sur leur flanc, la forêt. Et face à eux, l'armée espagnole. Soudain, De Soto donne le signal. Uriotina est capturé et les Espagnols attaquent. Leur cavalerie se rue en avant et enfonce les rangs indiens. Submergés, ceux-ci reculent. Certains cherchent refuge dans la forêt.
Des centaines d'autres plongent dans le lac, nageant au large pour échapper à leurs poursuivants. Les Espagnols leur tirent dessus pour essayer de les forcer à se rendre. Les Indiens doivent nager sans relâche, mais à la nuit, aucun ne s'est rendu. Un chroniqueur espagnol observe leur lutte désespérée. Les Espagnols harcelaient les Indiens sans répit, les empêchant de remonter sur la rive. Ils voulaient les épuiser pour les obliger à se rendre plus vite. Ainsi, ceux qui refusaient de capituler étaient-ils menacés de mort. Mais les Espagnols avaient beau faire, ils ne pouvaient empêcher les Indiens de témoigner ainsi de leur esprit de résistance et de leur bravoure. Car bien que sachant qu'ils ne pouvaient attendre aucune aide dans leur terrible et dangereuse situation, certains choisissaient la mort comme un moindre mal. Ce n'est que tard le lendemain matin que 200 survivants se rendent enfin, tous ensemble. Ils avaient nagé pendant 24 heures, et ce fut un spectacle terrible de les voir sortir du lac, à demi-morts, le corps gonflé et paralysé par la faim, l'épuisement et le manque de sommeil. Garcilaso de la Vega, chroniqueur espagnol. Les 7 derniers Indiens sont sortis de l'eau à la pointe de l'épée par les hommes de De Soto. Les prisonniers sont enchaînés et distribués comme esclaves aux soldats espagnols. Urrutina lui-même est emprisonné dans sa propre demeure. Dans un ultime geste de défi, il feint d'accepter passivement sa défaite et attire De Soto près de lui. Et soudain, il se jette sur l'Espagnol et abat sur son visage ses poings enchaînés. Urrutina lança un rugissement qu'on entendit à un quart de lieue de là. Le coup fut tel que De Soto resta évanoui plus d'une demi-heure, saignant des yeux, du nez et de la bouche. Immédiatement, Urrutina est massacré par 12 hommes d'armes. Dehors, les Indiens frappent les Espagnols avec des pierres et tout ce qui leur tombe sous la main. Ceux-ci ripostent en les massacrant. C'étaient des hommes braves et courageux. Et s'ils n'avaient été entravés, ils eussent fait plus de victimes. Malgré tout, bien que prisonniers, ils tentèrent tout ce qui pouvait l'être. Et c'est pour cela que les Espagnols les tuèrent jusqu'au dernier, sans laisser aucun survivant, ce qui fut fort regrettable. D'une certaine manière, la Terre a une mémoire, et on peut sentir cette souffrance dans le sud-est des États-Unis. Si vous allez là où il y a eu jadis des villages, et même des villes indiennes, vous verrez les ruines et les tombes où ces peuples reposent, mais pas les gens. Et vous sentirez aussitôt qu'une grande et tragique histoire s'est déroulée là. Et cette histoire vit, même si elle n'est pas dans nos livres d'histoire, elle est dans la terre. Après avoir anéanti les Timucua, De Soto et son armée font route vers le nord. Au printemps 1540, il arrive en vue d'une ville proche de l'actuelle Columbia, en Caroline du Sud, Cofetachiqui, où vit une communauté agricole dont les traditions remontent aux anciens Mound Builders.
les habitants de la ville ont surveillé l'arrivée des envahisseurs. Ils cachent ce qu'ils peuvent de leurs vivres et ils envoient leur vieille reine à l'abri dans une autre ville à l'écart du passage de De Soto. Lorsque celui-ci atteint la Watery River, la nièce de la reine traverse la rivière à sa rencontre. Préférant la diplomatie à la force, elle espère convaincre l'Espagnol d'épargner son peuple. La maîtresse de la ville et sa suite montèrent dans un canoë surmonté d'un immense dais et richement décoré. Il était remorqué par un deuxième canoë, avec à son bord 6 dignitaires et une nombreuse suite. C'est ainsi qu'ils traversèrent tous la rivière. La maîtresse de Cufitachiqui arriva devant De Soto et après lui avoir présenté ses respects, elle s'assit sur un siège que ses sujets avaient apporté pour elle. Elle seule parla au gouverneur. Monseigneur, mes moyens ne sont pas, hélas, à la hauteur de mes souhaits. Mais la bonne volonté vaut plus que tous les trésors du monde offerts sans elle. C'est donc sincèrement et bien volontiers que je vous offre ma personne, mes terres, mes vassaux et ce modeste accueil. Détachant un superbe collier de perles de son cou, elle l'offre à De Soto. Frappé d'admiration, celui-ci l'appelle la dame de Cufitachiqui. Mais cette générosité et cette grâce n'empêchent pas la mise à sac de la ville. Les Espagnols vident 600 boisseaux de maïs et pillent tombes et temples pour trouver des perles. Puis De Soto exige que la vieille reine vienne se soumettre à lui. Enfin, un fils adoptif de la reine, âgé de 21 ans, est contraint de conduire l'armée jusqu'à celle-ci. Les Espagnols quittent la ville avec leur jeune guide et s'arrêtent quelque temps plus tard dans la forêt pour se restaurer. La tristesse l'envahit. Il était assis prostré, la joue appuyée dans sa main. Il poussait de longs et profonds soupirs. Puis, au milieu des Espagnols, il commença à sortir ses flèches une par une, très lentement. Et constatant l'inattention des soldats, il se transperça la gorge, de manière à s'infliger une blessure mortelle, et mourut sur le champ. Interrogés sur la raison de ce comportement, les porteurs indiens expliquent. Il s'était rendu compte que guider ainsi ses hommes vers sa mère était indigne de l'amour que celle-ci lui portait. La vieille reine demeure introuvable. Mais avant de reprendre sa marche, De Soto prend sa jeune nièce, la dame de Cufitachiqui, en otage. Après des jours de marche, celle-ci réussit une audacieuse évasion, en récupérant même quelques-unes des perles volées. Renonçant à la poursuivre, De Soto continue sa route et traverse les Appalaches. En juillet, il descend un grand fleuve et arrive chez les Coosa, dans ce qui est aujourd'hui le nord de l'Alabama. Les Espagnols sont émerveillés par la grandeur et la richesse de cette nation. En un seul jour, ils traversent 12 villes, chacune entourée d'immenses champs cultivés. Lorsqu'ils arrivent près de la capitale Coosa, ils sont accueillis par un millier d'hommes coiffés de parures de plumes et portant leur jeune chef sur une litière. Après avoir refait le plein de vivres, De Soto et ses hommes repartent sans incident majeur. Ils emportent avec eux des récits sur la richesse Coosa, qui deviendra légendaire en Espagne. Ils font route vers l'ouest, laissant derrière eux un homme trop malade pour voyager, une décision qui va anéantir la civilisation Coosa. Le 18 octobre 1540, De Soto atteint la ville fortifiée de Mavila, sur le territoire de la puissante nation des Mobiles.
Ceux-ci se sont préparés à cet instant. Derrière un puissant rempart hérissé de tours se tient un conseil de guerre. Comme les Espagnols approchent, un homme qualifié de capitaine général est envoyé les défier. Qui sont ces bandits et ces vagabonds qui ne cessent de clamer « Sortez, sortez !» sans aucun égard, comme s'ils parlaient à des gens du même acabit qu'eux. Nul ne peut endurer plus longtemps l'insolence de ces démons. Et ce n'est donc que justice qu'ils meurent aujourd'hui, taillés en pièces pour leur infamie, et qu'ainsi soit mis fin à leur félonie et à leur tyrannie. À peine a-t-il achevé qu'il est abattu sur le champ par une épée espagnole. Des milliers d'Indiens jaillissent alors, faisant reculer les Espagnols et poussant la bravoure jusqu'à empoigner à pleine main les lances des cavaliers. Les Indiens se battaient avec un tel courage que nous étions sans cesse repoussés. Elvas, chroniqueur espagnol. Mais les Espagnols enfoncent les fortifications à la hache d'armes et refoulent les mobiles dans leurs habitations. De Soto ordonne qu'on mette le feu aux maisons. Le vent active l'incendie, noyant la ville dans une épaisse fumée, pendant que De Soto fait jouer trompettes, fifres et tambours. Cela ne fait que renforcer l'énergie du désespoir qui anime les mobiles. Les femmes luttent vaillamment aux côtés des hommes, ce qui fait dire à un soldat espagnol, ils se battent avec l'envie de mourir. Finalement, la bataille cesse au coucher du soleil après 9 heures de combat. Selon des témoins, 11 000 mobiles ont péri ce jour-là. Les corps jonchent les rues au milieu des maisons calcinées. Même les Espagnols accusent le coup. Un soldat, surgi du silence qui suit le carnage, reste quelque temps pétrifié comme une statue, puis s'écroule mort. Un combattant mobile se pend avec la corde de son arc plutôt que de survivre seul. « 82 Espagnols sont morts, et tous les autres sont blessés, certains gravement. L'armée doit s'arrêter un mois entier pour panser ses blessures. Puis, sous l'œil horrifié des nations voisines, De Soto reprend sa marche. Mais son armée est affaiblie et la chance commence à tourner. En avril 1541, les envahisseurs atteignent les rives du Mississippi. Là, De Soto entend parler de la puissante nation des Natchez, descendants directs des illustres Mound Builders. Leur influence économique et militaire se fait sentir dans tout le bassin du Mississippi. Leurs pyramides s'élèvent majestueusement sur les rives du fleuve. À la tête des Natchez, Quigaltam est l'héritier de la tradition des Grands Soleils et le chef spirituel d'une puissante aristocratie religieuse. Il a le titre de fils du soleil et on le porte sur une litière pour que ses pieds ne touchent jamais le sol. Il a la tête aplatie selon la coutume Natchez et son corps est recouvert de tatouages noirs, rouges et bleus. De Soto, proclamant qu'il est lui aussi enfant du soleil, somme Quigaltam de venir en son camp. La réponse est sèche. En ce qui concerne les prétentions de De Soto à se dire fils du soleil, qu'il assèche le grand fleuve et je le croirai. Pour le reste, je n'ai pas coutume de me rendre chez qui que ce soit. Au contraire,
Tous ceux que je connais viennent jusqu'à moi, me servent, m'obéissent et me paient tribut. Quigaltam, Natchez. De Soto ne rencontrera jamais Quigaltam, ni ne verra les richesses des Natchez. Il meurt le 21 mai 1542 et son corps est jeté dans le Mississippi. L'année suivante, son armée pousse à l'ouest jusqu'au Texas, avant de revenir au Mississippi. Là, ils construisent une flottille et redescendent le fleuve pour atteindre le golfe du Mexique. En route, ils se heurtent à une centaine de canoës Natchez superbement décorés, en formation de combat. Assis sous des dais, des guerriers vêtus de couleurs éclatantes et coiffés de parures de plumes, les chassent de leur territoire, vers Laval, où toutes les tribus se relaient pour les poursuivre. Les Espagnols atteignent le golfe le 18 juillet 1543 et mettent le cap sur leurs avant-postes de la côte mexicaine. Pour les nations indiennes d'Amérique, l'expédition de Soto s'achève enfin. Mais ce n'est pas la fin de son influence sur le continent. 20 ans plus tard, une autre expédition pénétrera dans le sud-est, cette fois-ci pour coloniser. En Espagne, la richesse agricole de la région est devenue légendaire. Pourtant, les nouveaux arrivants trouvent peu d'Indiens et survivent difficilement. En désespoir de cause, ils remontent vers le nord, vers le pays des Coosa, où l'armée de De Soto avait traversé 12 villes prospères en une seule journée de marche. Mais au lieu de villes fabuleuses, ils ne trouvent que des ruines et des tumulus envahis par la végétation. Les milliers d'Indiens ne sont plus qu'une poignée de survivants. Autrefois, notre village était vaste et très peuplé. Mais des hommes comme vous l'ont détruit et nous nous sommes enfuis, car nous avions peur. Nani Pakana Kusa. À l'insu de De Soto, le malade laissé chez les Coosa était porteur d'une arme bien plus mortelle que tout l'arsenal espagnol. Alors que l'armée semait la désolation dans le sud-est, un ennemi caché, plus meurtrier que tous les généraux et conquistadors réunis, attendait secrètement son heure. Les Européens avaient développé de solides résistances contre des maladies qu'ils connaissaient depuis des dizaines de milliers d'années. Variole, peste, varicelle, coqueluche, rougeole et autres oreillons. Les Indiens, eux, ignoraient les maladies infectieuses qui n'existaient pas chez eux. Et ils n'étaient donc pas immunisés contre elles et n'avaient aucune défense. De sorte qu'une maladie aussi banale que les oreillons, pour nous une maladie infantile, pouvait facilement tuer 20% de la population d'un village. Puis l'année suivante, arrivait par exemple la variole et 30% du village succombait. Les Indiens étaient donc très affaiblis par la maladie. Le savoir a disparu, emporté par les anciens dans leurs tombes, et les nations ont été jetées dans le chaos. En moins de 20 ans, des civilisations séculaires ont sombré dans l'oubli. Dans notre prochain épisode, nous irons sur la côte est de l'Amérique du Nord, de l'Arctique à la Virginie. Là, les nations indiennes vont voir arriver une autre puissance européenne, les Anglais. Ne manquez pas ce 4e épisode de 500 nations, l'invasion de la côte.